tout le monde. Bon, bah ça y est. Au moment où je vous écris, je suis en vacances, mais je vous tourne quand même une vidéo. Je viens de finir mes consultations et ça y est, j'ai pas fini ce matin de vous tourner les vidéos, donc je le fais cet après-midi. Ce matin, je vous avais tourné la vidéo sur le volet 6 de mon labyrinthe 1. Et là, on va continuer un peu la vidéo que j'étais censée faire. Ça va parler de quoi? Je sais pas encore exactement. Non, j'avais déjà fait ces cartes-là, oui. Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié mes cartes. Excusez-moi. Les guides m'ont fait choisir un post-it sur mon bureau. J'ai l'impression qu'ils veulent que j'aborde d'autres sujets, d'autres post-it aussi. C'est ça? Je dois aller rechercher des post-it? Bon, je reviens alors. Eh bien, figurez-vous que la pêche fut fructueuse, car par rapport à tous les post-it que j'ai au-dessus de mon bureau, ils en ont quand même pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en une vidéo. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, les guides. Waouh! Waouh! C'est que des vidéos qui parlent du jugement. C'est que des post-it qui parlent du jugement. Et beaucoup de moi. Je vais devoir reprendre ma place encore, parler de moi. Oh là là, que c'est relou. On me lâche pas, hein. Mais c'est parce que les guides savent que j'aime pas. J'aime pas ça. Je soupire, je soupire, je soupire, je soupire. Bon, les piou-piou qui me connaissent bien en coaching le savent hein, que j'aime pas ça. Parfois, quand ils ont envie de me poser des questions en consultation, ils disent t'es pas obligé, hein, je sais que t'aimes pas parler de toi, c'est ça. Bon, allez, on va y aller, on va attaquer, hein. Allons-y. Il y a une expression que les vieux disaient, c'était à la guerre comme à la guerre. Ben voilà, allez, à la guerre comme à la guerre. Allez, je vais parler un peu de moi. Bon, je sais pas par quoi on va commencer, mais j'ai tellement de feuilles en fait, je m'en sors pas. Bon. Ils veulent aussi, non mais c'est pas possible, je vais pas faire 3 vidéos. Hein. Oh là 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 là, c'est terrible. Bon. Allez, on attaque. Déjà, c'est des vidéos que je dois faire depuis fin août. On est fin octobre et j'ai toujours pas fait ces vidéos-là. Voilà, bah allons-y, hein, commençons. Donc, je vais prendre que les thèmes que les guides ont choisis. Bon. Déjà, il y a le thème où on vous demande de protéger ou non. Dans votre syndrome de sauveur, vous pensez, vous, que vous devez protéger les gens. Et dans votre façon de vouloir protéger les gens, vous voulez les mettre sous cloche. Et la vidéo que j'ai faite sur le volet 6, ça parlait de ça à la fin. Il y avait la carte. Ça fait écho? Hein? On finit sur un thème et on commence sur la... D'accord. Ok. Ben, le syndrome de sauveur, je vous ai toujours dit que quand vous êtes dans votre syndrome de sauveur, c'est pas normal. Ça montre que vous êtes dysfonctionnel. Quelqu'un qui est guéri a lâché son syndrome de sauveur. Voilà. Donc en fait, si vous êtes encore dans votre syndrome de sauveur, ça montre que vous n'avez pas fini de monter votre montagne. Parce que c'est quelque chose qu'on lâche sur la montagne qui est dysfonctionnel. Et dans ce syndrome de sauveur, vous pourriez avoir tendance à vouloir protéger les gens. Désolée, hein, c'est parce que je lis mes notes. Donc si je regarde toujours, c'est pour ça. Hein. De protéger quelqu'un, mais votre façon de vouloir protéger les gens, vous voulez les mettre sous cloche. Vous voulez les mettre sous cloche. Comme si vivre des émotions négatives, c'était mal. C'était mal de ressentir des émotions négatives. Vous supportez pas de vivre des émotions négatives. C'est pour ça que vous voulez protéger les gens autour de vous et faire en sorte qu'eux ne ressentent pas d'émotions négatives, le petit choupinou. Bah ouais, c'est comme si c'était le mal. Donc il faut faire en sorte que les gens ne ressentent jamais d'émotions négatives. Et vous agissez souvent en ce sens. Comme vous diabolisez l'émotion négative, vous allez dans le sens qu'il ne faut surtout jamais en ressentir. Donc vous agissez
dans votre syndrome de sauveur et vous faites des choses qui ne sont pas du tout OK. Et qui ont lieu et qui touchent tous les portails qu'on avait à travailler depuis janvier. Parce que dans votre tête, vous supposez que ça c'est mal, vous voulez éviter cet inconfort aux autres, alors que l'inconfort fait partie du cheminement et l'inconfort fait partie de l'évolution. Et que si la personne elle a ça à bosser, vous ne savez pas, vous, de façon terrestre, vous n'avez pas vu sur ce que cette personne a à bosser. Donc, humilité, ne faites pas la tierce. Dans votre syndrome de sauveur, vous pouvez devenir une tierce qui empêche la personne d'évoluer. Si tu étais réellement éveillé spirituellement, tu saurais que c'est nécessaire et que ça fait partie du chemin, que les épreuves que la personne a à vivre vont la faire grandir. Donc faites attention à ça, parce que vous pourriez avoir une passionnite envers le syndrome de sauveur, donc on va appeler cette maladie la sauvite, voilà, et vous pourriez idéaliser votre méthode en vous disant que ça c'est bien. Non, mais ça c'est bien. Pas du tout. Pas du tout. Moi, dans mon labyrinthe 1, je sais très bien que mon fils avait des choses à vivre pour le faire évoluer, qu'il allait en sortir grandi de cette épreuve. Je vois bien que cette épreuve l'a transformé sur certains sujets. S'il était prévu qu'il vive une telle épreuve à 15 ans, c'était pas pour rien. Et je vois bien qu'il doit certainement vibrer intérieurement. C'est quelqu'un de humble, donc il ne le dit pas comme ça, mais qu'il est finalement plus fort qu'il ne l'aurait cru. Contraction. Bah, inévitablement, il y a plein de gens qui disent « Mais tu te rends compte que tu t'es passé par une belle porte ?» Ils lui font prendre conscience. Non, il ne le conscientisait pas, il n'a que 15 ans. Non, il ne le conscientisait pas. Je peux d'ailleurs vous dire que, au début, dans certaines réactions qu'il a eues, il m'en a voulu. J'ai senti qu'il m'en voulait. Je venais bousiller les vacances en l'emmenant aux urgences. Non, il a 15 ans. Il ne conscientisait pas de ce qu'il vivait. Une péritonite, il ne sait pas ce que c'est. Non, il ne conscientise pas. Donc, inévitablement, du haut de ses 15 ans, à un moment, il a cru que pourquoi j'ai emmené aux urgences, ça aurait quand même pu attendre le retour des vacances. Oui. Donc quand vous voulez que les gens ne vivent pas d'émotions négatives, qu'est-ce que je devais faire? Pour ne pas le contrarier, il fallait donc que je l'empêche d'aller aux urgences, que je lui dise on va pas aux urgences, on va faire tout ce que tu veux, on va aller en vacances pour ne pas te contrarier. Ça aurait été quoi, l'issue de ça? Je rappelle qu'il fait partie du top 5 des opérations que le chirurgien a dit dans sa carrière. Ça aurait été quoi l'issue? Parfois, vous devez faire des choses qui vont contrarier l'enfant, mais c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas le mettre sous cloche, en fait. Et c'est pareil avec les gens autour de vous. Ne croyez pas que vous aidez les gens. Moi, je vois régulièrement des runners qui ne veulent pas, qui veulent mettre sous cloche aussi la karmika. Ah oui, mais la karmika, tu te rends pas compte, si je la laisse tomber, comment elle va s'en sortir? Elle arrivera jamais à s'en sortir sans moi. Mais quelle phrase égotique, quel orgueil. Mais quel orgueil. Quel orgueil. J'ai mes oreilles qui saignent quand j'entends ça, j'ai mes oreilles qui saignent, je suis comme ça. En me disant, ah, il a pas dit ça, 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 dites-moi les guides qu'il a pas dit ça. Et les guides ici, il a dit, oh putain que c'est laid. Oh, mais mon Dieu que c'est laid. C'est typiquement une phrase, mais d'une laideur. Mais c'est laid. Pourquoi? Vous êtes en train de dire que karmika, c'est une godiche en fait. C'est une godiche. Sans vous, elle va pas être capable de s'en sortir. Alors, c'est quand même une phrase de pervers narcissique. Hein. C'est les pervers narcissiques qui disent « Mais sans moi, tu n'es rien ». Non mais, vous y réfléchissez à ça, mais à cette horreur.
n'oublions pas que si vous êtes éveillé, vous savez que les guides voient tout ce que vous pensez. Donc même si en vitrine, vous dites rien, genre, ouais, non mais en fait, je suis hyper heureux avec, donc vous êtes dans ces masques-là, mais que à l'intérieur, vous dites, non, non, je peux pas la laisser seule, elle s'en sortira jamais sans moi. Ben, ils ont vu comment vous pensez, hein, que vous pensiez avec orgueil. Hein. Le syndrome de sauveur cache de l'ego. Le syndrome de sauveur, c'est laid en fait, parce que ça montre de l'ego. Donc inévitablement, que vous soyez comme ça avec un conjoint, que vous soyez comme ça avec un parent, que vous soyez comme ça avec un enfant, que vous soyez comme ça avec n'importe qui, un collègue, c'est que vous vous mettez en posture que vous êtes supérieur à cette personne, contraction, et que vous n'avez pas foi en lui. Vous n'avez pas foi en ses capacités à s'en sortir sans vous. Alors quand en plus, déjà vous êtes là-dedans entre jumeaux, oh putain, vous êtes égotique. La Chaser, quand elle a travaillé son humilité, elle se dit, qui se démerde? Qui se démerde? Mon Dieu, qui se démerde. À un moment, la Chaser veut aider le runner. Oui, pourquoi? Parce qu'elle se dit, l'éveil spirituel, c'est pas facile. Monter sa montagne, c'est pas facile. Analyser les synchronicités, c'est pas facile. J'en chie ma race. Voilà. Donc la Chaser, elle est dans ce côté de vouloir aider. Donc, comme elle en chie sa race, hein, on voit que je suis en vacances, hein, ça y est, je me lâche, je suis déjà détendue, demain matin je pars à Disney, voilà. Donc voilà, je suis un peu faux folle, là, ça y est. La Chaser, elle en chie sa race à monter sa montagne, à comprendre mais, tout ce que ce monde là veut lui traduire, alors voilà. Et en plus, comme elle en chie, bah, elle se dit, autant que mon expérience serve. Donc, je vais aider mon runner et je vais essayer de lui faire comprendre tout ce que moi je sais. Bah ouais, parce qu'il y a un effet miroir. Et que, ne nous mentons pas, les guides racontent des choses aux Chasers. Dans les rêves, dans les trucs, etc. Donc quand elle est informée de ça, elle se dit, bah, je vais quand même pas garder pour moi ça, moi toute seule. J'ai rêvé que je vais lui dire, je vais l'aider. Non. Non. À chaque fois, ça va se retourner contre elle. Son runner va lui en coller. En limite, en se disant, elle est complètement cinglée. Elle est complètement cinglée. Elle sait que c'est vrai. Ouais, mais lui, il la croit pas. Ah non, il la croit pas. Ah non, il se dit qu'elle est à moitié cinglée, qu'elle dit ça, elle ment, elle invente exprès pour créer des problèmes entre lui et Karmika. Enfin bref, j'en passe. Toute sa paranoïa, parce que lui, il croit que tout le monde est méchant sur Terre. Bref. Il a ses névroses, et en fait, à un moment, la Chaser, elle veut plus sauver. Ben non, à chaque fois qu'elle veut l'aider, elle s'en prend une. Tiens, prends-toi ça dans la figure. Ouais, je le sais, je sais, démerde-toi. Cours toujours, tu m'intéresses, si c'est pour m'en reprendre une, c'est bon. Loin de moi l'idée de vouloir aider, démerde-toi. Va user encore, perdre 3 ans de vie, alors qu'en une phrase, j'aurais pu t'aider. Ouais. Mais en fait, d'un autre côté, le runner, il n'arrive pas à faire confiance. Donc, de toute façon, comme il ne fait pas confiance à sa Chaser, voilà. Donc, la Chaser va, elle, devoir travailler cette confiance de son côté aussi. C'est-à-dire avoir confiance en qui? Ben, au processus, au parcours, au guide en haut. C'est-à-dire que arrête de t'emmerder, Chaser. Fais confiance, toi aussi, en effet miroir. Fais confiance au processus. Lâche prise. Lâche ton lampadaire, lâche ton syndrome sauveur avec ton runner, il se démerdera, il a 3 guides, ses guides sont compétents, fais confiance, ils vont se démerder avec. Occupe-toi de toi. Il te fait pas confiance, toi en qui t'as pas confiance, travaille ta confiance, voilà. Et parfois, c'est la foi en le parcours FJ, la foi en ses guides à elle, la foi en qui? Bah, j'en sais rien, ça dépend. Donc c'est ça où il y a toujours une enquête à mener. C'est en qui t'as pas confiance, voilà. Donc c'est là où j'arrive avec ma lampe de spéléologue pour questionner, parler avec la personne pour apprendre à la connaître, pour capter, hé, toi t'as pas confiance en quoi? C'est ça.
La chaser, parfois, c'est pas en son runner qu'elle n'a pas confiance. Elle le met sur un piédestal. Donc en fait, c'est pas vraiment en lui qu'elle n'a pas confiance. Moi, je connais même une chaser, je la connais très bien. Cette chaser avait confiance en lui et le runner lui disait non, mais moi je suis un séducteur. Et elle, non, moi j'ai confiance en lui. C'est très bien que quand on sera en couple, qu'on sera réunis, qu'il sera plus séducteur. Elle avait foi en ce processus, elle avait foi en son runner. Ouais. Mais le runner lui dit non, mais je suis séducteur, je suis séducteur. La chaser, parfois, elle croit plus au runner que lui ne croit en lui-même. Mais lui, il croit plus en rien. Donc, il croit même pas en elle. Tout ce qu'elle va lui expliquer sur le parcours, il en a rien à foutre. Il ne lui fait pas confiance. Il ne fait pas confiance, non. Dans ces cas-là, la chaser, elle doit aller chercher, j'ai pas confiance en quoi, en fait, pour aller trouver c'est quoi le truc dans sa vie, sur quel carré de sa boule à facettes elle fait pas confiance. C'est ça. Il va falloir qu'elle aille trouver. Voilà. Donc voilà, vous allez devoir travailler ça, et c'est aussi sur la parentalité, etc. Donc ça, c'était le premier point. Ça rejoint la première carte que je peux relire. Ouais, la première carte qu'on ne comprenait pas. Le syndrome de sauveur revient à penser que les autres ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Qu'ils ont besoin de vous pour être sauvés. Vous pouvez toujours tendre la main à la personne, mais vous ne pourrez jamais marcher à sa place. Vous ne pourrez sauver personne. La seule personne capable de se sauver, c'est elle-même. Et ça, faites confiance au processus. Et plus vous lâchez prise, plus l'énergie sera fluide. Parce que de toute façon, vous avez à aller bosser la confiance sur un autre sujet. Donc vous avez autre chose à faire. Traitez le sujet que vous avez à traiter. Et c'est tout. Parce qu'à chaque fois, vous allez être frustré de voir que votre honneur ne vous écoute pas. Vous allez avoir mal au cœur de voir qu'il ne vous fait pas confiance. Tout ça, ça va vous refaire de la boue, de la colère et de la rancœur envers lui. Lâchez prise. Franchement, vous rendrez service au lien. Voilà. Voilà. Et si votre honneur ne vous fait pas confiance, dites-vous, écoute, il ne me fait pas confiance, il n'en est plus là, il n'en est pas là, il ne me fait pas confiance. C'est son problème. Quand vous avez travaillé sur vous, vous en êtes là, il me fait pas confiance. Il n'en est pas là. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà, c'est ça, hein, détachement, hein. C'est bon, quoi. Voilà. Ça vous permet juste de voir où il en est. Puis parfois, il va vous faire un grand sourire et dire oui, je te fais confiance. Hein, et tu ressens l'énergie. Non, il ne fait pas confiance. Je vois. Il vient de dire ça. J'ai bien vu. Il est dans ses masques encore. Oh, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est tout. Les guides me demandent de retourner la feuille parce que sur cette feuille derrière, il y avait une phrase de Julia Roberts qui disait que vous n'étiez pas là pour rééduquer les gens. C'est ça. Hein? Dis-toi que les gens autour de toi ont quelque chose à travailler, hein, et ils ont leur montagne à monter. Et par rapport à ça, les guides me disent que par rapport à ça, vous devez aussi regarder comment vous êtes en syndrome sauveur avec vos enfants. Hein. Oui, l'enfant, il ne faut pas divorcer parce que si ou ça, il va être triste ou malheureux. Vous faites la tierce, il a choisi des parents qui allaient divorcer, arrêtez de vous mettre sous cloche et de penser que votre enfant, c'est un handicapé de la vie, qui ne va pas savoir transmuter ça. Le nombre de gens que j'ai eu en coaching qui n'osaient pas le dire à leurs enfants, et au bout d'une semaine, ils me disaient dis donc, comment il l'a vachement bien accepté. Oui, voilà. Et vous êtes prêts à sacrifier votre vie. Vous n'avez pas foi envers les personnes, en fait. Vous les voyez inférieurs à ce qu'ils sont. Apprenez à avoir plus d'espoir et d'être émerveillé, d'avoir foi envers les gens qui vous entourent. C'est très réducteur de les voir comme ça. Vous n'avez pas confiance en eux, en fait, en leur capacité. C'est pour ça ils n'arrivent pas à développer leur confiance. Vous les empêchez de développer leur confiance, alors qu'en fait, vous devriez avoir plus d'espoir. Moi, j'étais un peu comme ça quand j'ai commencé mon travail. Quand j'ai commencé ce travail, parfois le week-end, j'étais un peu tentée à répondre
aux personnes si elles étaient en mal-être. Oh bah oui, mais la petite pitchounette, elle pleure, elle est mal, oh, je vais lui répondre le week-end. Je me laissais bouffer en fait. D'un autre côté, après j'ai appris à avoir confiance et à voir que les gens, c'était pas si fragile que ça en fait. Apprendre à avoir foi en eux. C'est oui, là, la personne, elle est au sol, elle est pas bien, mais ça va pas durer, elle va rebondir. Elle est en train de développer sa force intérieure. Elle va rebondir, ça va pas durer. Par contre, si je suis toujours à côté, cette personne va être trop dépendante de moi. Et le week-end, ou entre deux consultations, elle ne développe pas cette force. Justement, dans mes coachings, moi, je veille à rester à ma juste place. C'est à ne pas empêcher la personne d'évoluer. Et elle se développe à côté de moi. Il n'y a pas besoin que je disparaisse de ce fait-là, puisque je lui permets d'évoluer malgré ma présence. Et c'est ça, en fait, c'est rester à sa juste place dans les relations. Il y a un peu quelque chose d'un peu égotique chez vous, c'est que vous voulez vous rendre indispensable, vous y trouvez une certaine valeur et vous vous voyez indispensable. Vous n'êtes pas indispensable. Vous n'êtes pas indispensable. Ni au travail, ni où que ce soit. Quand j'ai des piou-piou qui sont toxiques avec moi et que je les dégage de mon coaching en disant non mais là c'est bon, t'as dépassé les bornes, c'est bon. Il y a des personnes qui me disent mais si tu me laisses tomber, je monterai jamais ma montagne. Voilà, les guides il n'y a que toi pour m'aider. Peut-être. C'est peut-être le cas. Vous voyez, j'ai des contractions. C'est peut-être le cas. Est-ce que pour autant je vais rester? Non. Pourquoi? Parce que quand j'ai déjà rappelé à l'ordre la personne qui a été toxique envers moi et qu'elle ne sait pas s'en empêcher, je ne serai pas en syndrome de sauveur. Certaines personnes disent oui, mais quand même, t'es ma thérapeute. Ah non, hein, le thérapeute, non. Hein. Vous savez, le resto, quand il est ouvert, c'est pas parce que vous avez faim que vous voulez rester jusqu'à 3h du mat que le gars, il va refaire des plats jusqu'à 3h du mat. Non. Arrêtez de mettre le travail, de croire que les gens vous sont redevables de quelque chose. Non, il y a un équilibre donner-recevoir. Hein, il y a toujours... Rien n'est acquis. Vous devez respecter les gens. Et le travail, ça reste un travail. Vous avez des visions très déformées, le client est roi, etc. Vous pensez encore que l'argent peut tout acheter. L'argent n'achètera jamais le respect. L'argent n'achètera jamais le respect. Et moi, vous le savez, pour ceux qui ont déjà été dégagés de mes coachings, je me prostitue pas. L'argent n'a pas de pouvoir sur moi. Vous voyez, grosse contraction. L'argent n'a aucun pouvoir sur moi. Mais alors, rien de rien de rien. Donc en fait, c'est pas parce que vous me payez que vous avez un pouvoir sur moi. Hein. Non, je vous ai dit, moi maintenant, je suis devenue quelqu'un de libre. L'argent n'a pas de pouvoir sur moi. Hein. Rien. Hein. Et ça va rebondir sur la deuxième truc. Voilà, c'est ça. Ils font un peu petit poussé sur le deuxième post-it. C'est que souvent, les gens veulent m'en mettre plein la vue. Mais c'est même pas moi là qui vais parler, c'est les guides. Les guides me connaissent. Les guides savent ce qui m'en met plein la vue. Et si vous m'aviez vraiment écouté, il y avait plein de détails qui montraient comment je suis, comment est ma personnalité et qu'est-ce qui m'en met plein la vue. Et vous saviez que ce qui m'en met plein la vue, c'est pas le fric. Rien à foutre du fric. Ce qui m'en met plein la vue, c'est quoi? C'est les qualités humaines. C'est l'humilité. C'est ça qui m'en met plein la vue. C'est de réussir à me toucher en plein cœur. Ça arrive à m'en mettre plein la vue. Regardez les artistes que j'aime. Vous avez regardé les artistes que j'aime? Pourquoi je suis fan de Jean-Jacques Goldman? Vous avez trouvé que Jean-Jacques Goldman, c'était un personnage qui en mettait plein la vue? C'est un gars qui est dans la dalidite? C'est un gars qui est beau comme un dieu? Sa femme a mon âge. Et c'était une de ses fans. Le jour où j'ai appris qu'il s'était marié avec une de ses fans qui avait mon âge. Oh putain, j'étais folle. Je me disais, oh, mais Goldman. Donc, si vous m'aviez vraiment écouté, vous étiez censé me connaître.
Mais comme vous m'avez pas écouté, vous m'avez écouté avec votre ego et votre jugement. Il y en a plein qui essayent encore de m'en mettre plein la vue avec des paillettes. Mais c'est tellement mal me connaître. Mais mon Dieu que c'est mal me connaître. Est-ce que c'est valorisant? Bah, peut-être que certaines femmes, certaines personnes trouveraient ça valorisant de voir que les gens... Je parle pas de drague spécialement ou quoi que ce soit. Je parle au sens général. C'est même amicalement, etc. C'est vraiment de façon générale. C'est peut-être que certaines personnes trouveraient waouh, c'est beau, cette personne veut m'en mettre plein la vue, elle veut que je l'aime, c'est flatteur. Moi, pas du tout. Pourquoi? Ben, je me dis, mais cette personne m'a jamais écouté, en fait. En fait, moi, je retiens que ça. Oh putain, cette personne m'a jamais écouté. Vous voyez, c'est quand vous avez déjà dit 50 000 fois à la personne, euh, j'aime pas la bière. J'adore. Je sais pas à quoi ils jouent les guides, mais je suis morte de rire. Excusez-moi. J'ai un post-it avec bière. C'est comme si on me disait ouais, non, alors moi j'aime pas la bière. Voilà, j'ai beau habiter le Nord, j'aime pas la bière et je trouve que mon Dieu, ça pue la bière. Ça pue. Et quand vous habitez dans le Nord, bah, parfois vous avez des invités qui boivent de la bière. Quand j'étais gamine, mon papa avait des invités qui parfois buvaient de la bière et que je devais faire la vaisselle à ces verres avec l'odeur de bière dessus. J'avais l'impression qu'il y avait je ne sais quoi dessus. J'aurais voulu pouvoir porter des gants. Ah, ça me révulsait. Et j'en suis encore là à l'âge adulte. C'est vraiment une odeur qui me révulse, la bière. C'est horrible, en fait. Puis j'y associe une certaine image qui n'est pas flatteuse non plus. Voilà, j'y ai associé des clichés de trucs que j'ai vus et non, la bière, j'aime pas. Et en fait, c'est comme si j'avais déjà dit 50 000 fois j'aime pas la bière et que la personne venait vers moi et me dit ah, c'est ton anniversaire, pour te faire plaisir, je t'ai acheté un échantillon de plein de bières. Là, je vais me dire, cette personne se fout de ma gueule, en fait, elle m'écoute jamais. C'est rien que je parle avec cette personne, elle m'écoute pas, elle s'intéresse pas à moi, cette personne. Elle m'écoute pas. Et vous savez ce qui me touche le plus? C'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Depuis que je fais ce travail, j'ai jamais reçu autant de cadeaux. J'ai beaucoup de piou-piou qui me font des cadeaux. Et ce qui me touche énormément, c'est quand les piou-piou me font des cadeaux où ils ont repéré ce que j'aimais et je reçois un colis chez moi de petits détails qui me touchent énormément. Donc il y en a beaucoup qui en ont fait, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais je vais parler de Amélie. Amélie s'en reconnaîtra, elle m'a fait un petit colis, il y a des mois de ça, avec plein de tout petits trucs qui touchaient à plein de trucs de ma personnalité. Et vous voyez, c'est typiquement le genre de choses qui va me toucher en plein cœur. Parce que c'est pas la valeur de ce qui a été acheté, c'est d'avoir repéré ce que j'aimais. C'est d'avoir repéré ce que j'aimais. De faire plein de petits clins d'œil à ma personnalité. Et ben vous voyez, ça peut me faire pleurer. Ça me touche en plein cœur. C'est ainsi que je suis. C'est ainsi que je fonctionne. C'est pas... La personne, elle aura eu beau aller claquer 500 € dans une dégustation de bière. J'en aurais rien à foutre. Je veux dire, se fout de ma gueule. Putain, mais j'aime pas. Et puis qu'on dépense, je sais pas moi, 10 ou 15 € pour me faire des trucs qui ont beaucoup de symbolique. Ben là, ça me touche en plein cœur parce que je me dis, cette personne s'intéresse à ma personne. Elle a été à l'écoute. Elle m'a percé. Et quand les gens arrivent à percer et à voir qui je suis, ça me touche en fait. Ça me touche de folie. Voilà. Donc en fait, comment m'en mettre plein la vue? Ben, faut pas en faire des tonnes avec moi. Faut pas faire de la paillite, de la dalidite. J'ai horreur de ça.
J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. C'est pas moi en fait. C'est pas moi. J'aime la simplicité. Et les guides le savent. Donc, ça sert à rien de m'en mettre plein la vue, de porter des masques, de chercher à m'en mettre plein la vue ou quoi que ce soit en coaching pour essayer de m'impressionner, pour essayer de montrer que vous êtes le plus fort, la plus forte, celle qui a tout compris, celle qui réussit tout. J'aime pas ça. J'aime pas qu'on me mente. J'aime pas qu'on me manipule. J'aime pas qu'on me gaslight. Surtout que vous savez, les capacités que j'ai, c'est comme si vous me disiez « je crois pas en tes capacités ». C'est comme si vous me disiez « tu me mens Peggy quand tu as des capacités ». C'est comme si vous me disiez en gros « merde » en me regardant droit dans les yeux. En fait, j'ai l'impression que vous me prenez pour une écervelée, pour quelqu'un qui n'a pas de cervelle, pour quelqu'un qui est bête, pour quelqu'un qui est stupide. Et ça, c'est quand même pas très glorifiant. Il n'y a franchement pas de quoi se sentir fier face à quelqu'un qui vous prend pour une bécasse, en fait. Franchement pas. Alors quand en plus la personne vous paye, qu'elle essaye de vous faire croire qu'elle croit en vous et qu'elle vous prend pour une bécasse, qu'elle vous ment, qu'elle vous baratine, qu'elle vous gaslight, qu'elle se contredit. Non, ça m'en met pas plein la vue. Donc ce qui m'en met plein la vue, c'est la simplicité, l'humilité. C'est ça en fait. Sur le post-it que j'ai pris, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait regardé des vieilles vidéos de moi et que il y avait une vidéo runner, visiblement, qui parlait de détecter l'emprise. Les emprises. Oui, les runners devaient détecter les emprises autour d'eux. Donc, je ne sais plus comment s'appelle cette vidéo, hein, mais peut-être que si vous mettez dans les mots-clés runner, emprise, vous allez tomber sur des titres de vidéos de moi et allez les revoir. On vous demande aussi de revoir les vidéos où le chaser sert de chargeur de batterie au runner. Donc je sais pas, tapez peut-être batterie, chargeur dans les mots-clés de ma chaîne. Les colis, les vidéos sur les colis aussi. Donc tapez le mot colis dans le moteur de recherche et allez les revoir les vidéos sur les colis. Et allez revoir les cadeaux mal emballés. J'ai dû en parler aussi. Donc tapez tous ces mots, essayez de recapter les vidéos qui apparaissent. Si vous tombez sur des titres qui vous parlent, allez les voir et continuez à chercher ces vidéos-là. J'espère que vous faites un retour en arrière et prenez des notes. Vous allez être capable d'aller le faire. Je ne vais pas vous mettre sous cloche, je ne vais pas vous mettre tous les liens. Non, vous êtes grand. Allez chercher. Parce que peut-être qu'au moment où vous allez aller chercher ces vidéos, vos guides vont vous mettre d'autres vidéos avec en plus dans la liste et que ça va les aider eux à vous pousser à aller regarder une vidéo que vous avez besoin de voir. Contraction. Je vais pas faire la tierce, je vais pas mâcher le travail, je vais pas vous mettre sous cloche. Vous voyez? Allez, vous êtes grands. Par rapport à ça, les gens qui vous disent toujours que vous êtes parfait ne vous font pas avancer. Donc là, vous voyez, ça parle de plein de sujets où vous jugez mal les gens, mais quelque part, il y a une forme de jugement malsain que vous avez à l'intérieur. Vous voyez, dans la première forme, vous jugez les gens incapables d'eux. C'est pas ok, c'est laid. Et là, on parle, et pareil, vous cataloguez certaines personnes, vous vous dites que vous écoutez pas les gens. Donc après, vous jugez à tort ces personnes et vous connaissez pas leur goût en fait. Parce que vous écoutez pas assez. Et les gens qui vous disent que vous êtes parfait, c'est comme ça que vous aimeriez être jugé. Être jugé comme quelqu'un de parfait. Mais en fait, ça fait pas avancer. Ça fait pas avancer. Quelqu'un qui vous dit que vous êtes parfait, ça fait pas avancer. Même quand j'ai quelqu'un en coaching qui fait une consultation un peu en mode 18 ou 19 sur 20, qui a quasiment réussi tous ses défis, je vais lui dire bravo, c'est génial, c'est bien, mais
pour encore te pousser à aller plus loin, je vais te montrer ce que tu avais même le droit de faire. Comme ça, la prochaine fois, tu essaieras d'aller encore plus loin. Et je vais montrer ce qu'elle pouvait encore améliorer dans son positionnement, ce qu'elle pouvait encore améliorer dans sa communication. Parce que le but, c'est d'aller encore plus haut. Hein? Tant que la personne n'est pas en haut de sa montagne, elle peut encore aller plus haut. Elle a réussi son défi, mais parfois, le défi, la prochaine fois, quand on te le représentera, essaye de faire une marche en plus. Donc, même quand la personne, elle réussit tous ses défis dans sa consultation, ce qui est extrêmement rare, je vais lui dire, de toute façon, à chaque fois qu'elle réussit un défi, je dis que ce qui est bien, ce qui est bravo, ce qui est amélioré, mais en tout cas, je vais toujours chercher à vous faire avancer encore plus loin. Moi, c'est ainsi que je fonctionnais, c'est-à-dire que même si les guides me disaient, t'es en haut de ta montagne, bah moi, je cherchais encore à aller plus loin, bah parce que moi, je captais encore des trucs que j'aurais voulu encore améliorer. Bon, moi, je suis un peu trop exigeante envers moi. Les guides, ils sont presque obligés de m'assommer pour que j'arrête. Mais quelque part, quand je vois... J'ai le droit de dire ça. Bon. J'espère que je ne vais pas choquer, mais en fait, je vous avouerai que je rencontre tellement de personnes qui ont soit un ego démesuré, un melon, qui ont tellement d'ego spirituel, que vous arrivez à me faire flipper, en fait. J'en viens à me dire, moi j'ai tellement peur d'être comme ça, qu'en fait, ce que les guides prennent comme un niveau d'exigence que j'ai envers moi, où j'en suis pète couille à toujours vouloir encore aller m'améliorer, ben je crois que c'est tellement j'ai peur de choper le melon comme les gens. Parce que parfois les gens, quand on leur dit « Waouh, c'était bien, bravo !» à la semaine suivante, enfin la consultation d'après, oh, mon Dieu, ils sont partis, ils ont chopé le melon. Waouh! À un moment, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas le droit de faire de compliments. Parce que quand je fais des compliments, la personne, elle part. Elle melon. Et à un moment, je trouvais ça flippant, parce que je me dis, bah, je vais quand même pas perdre mon authenticité et que je vais plus faire de compliments quand même. Et il y a des personnes, ils prennent le melon. Moindre compliment, ça y est, ils prennent le melon. Ouais, ça y est, c'est devenu les rois de l'univers. Ça y est, ils sont en haut de leur montagne alors qu'ils ont monté une marche. Ils ont monté une marche, je leur dis bravo. Ah, ben je suis en haut de la montagne, je suis le roi de l'univers. Ah bon? Mais c'est passé quoi là? Voilà. Et parfois, c'est vrai que à être en face de l'ego des gens, on a franchement peur de devenir comme ça. Je peux vous le dire. Hein. C'est flippant. Hein. C'est laid, hein, l'ego. Ah, c'est laid hein, d'avoir le melon. Alors moi qui adore l'humilité, ben, en fait, je me dis, oh, pourvu, je veux pas être comme ça. Donc en fait, ce que les guides estiment être... ouais, je suis hyper exigeante envers moi, c'est ça. Mais d'un autre côté, j'ai peur... En fait, j'ai peur de choper le melon un jour. Voilà. Et en fait, j'ai tellement peur de ça que... Non, en fait, je suis toujours en train de me remettre en question. Mais c'est trop. Voilà, les guides le disent, c'est trop en fait. Je sais, je leur pète les couilles sans arrêt, je sais. En me disant, vous êtes sûr, il n'y a pas un effet miroir là? Mais non, Becky, mais non. Vous êtes sûr là? J'ai fait un truc qu'il fallait pas. Parfois, ils sont là. Tu l'assommes, toi? Ou c'est moi qui l'assomme? Voilà. Pour le coup, vous en savez, vous en apprenez sur moi. Hein. Voilà. J'ai pris ma place. Hein. Voilà. Bref. Les vacances. Les vacances. Alors, les vacances, on vous dit de faire attention. Il y a des témoignages qui me viennent où, en fait, pendant les vacances, il y a des parents qui sont très toxiques. Ils veulent absolument pas que les enfants pètent les couilles. Hein. L'enfant, c'est un bibelot, il ne doit pas déranger. Voilà. Donc ça, observez vos comportements toxiques avec les enfants en vacances. Je suis pas du tout comme ça. Je suis pas du tout comme ça. Aurélie qui m'a déjà vue en syndrome vacances avec enfants, qui m'a accompagnée dans des lieux voilà, où on fait plein de trucs.
Je pense qu'Aurélie peut témoigner que moi j'ai une patience juste que... Elle me dit toujours, tu as une patience d'ange. Je sais pas comment tu fais. Euh, oui, non, moi jusqu'à la fin de la journée, j'ai de la patience. Je m'énerve pas sur enfant. Que ce soit du matin 9 heures au soir jusqu'à 23 heures minuit au soir, on me parle, oui ma chérie, bah oui, bah bien sûr, oui, je suis cool moi. Je suis pas... non, j'ai de la patience, oui. Moi qui pensais que j'avais pas de patience, voilà. Et là encore, je me vois toujours plus sévère qu'on ne l'est. Ben, c'est là-dessus où vous devez vous observer parce qu'elle, elle est choquée à chaque fois. Elle est choquée à chaque fois en se disant, mais comment... Ouais. Et là, on part à Disney. Je pense qu'elle va avoir la même surprise. On se dit, putain, t'as de la patience, quoi. Ah oui, non, non. Ben moi, je suis cool, en fait, à l'intérieur de moi. Donc, comme je suis cool à l'intérieur de moi, je suis pas en souffrance, tout va bien. Ben oui, voilà, non. Je, je râle très rarement sur mes enfants, en fait. Je râle très rarement sur les enfants. Et mes enfants sont pas abusifs, non, puisqu'il y a eu une éducation de base, donc de toute façon, vous me verrez rarement crier sur mes enfants. Hein. C'est hyper cool. Et puis on communique. Voilà, donc tout va bien. Donc essayez de regarder où vous en êtes par rapport à tout ce que je viens de dire, si vous en êtes là ou pas. Voilà. Mais je vous ai déjà dit, moi, la parentalité, ça se fait naturellement. Donc, en fait, même quand on me dit ah, mais tu fais ça moi, je regarde, ben ouais, pourquoi. Oui. Je suis toujours surprise qu'on me fasse remarquer que. Ah, ben oui, enfin, oui. Moi, je pars du principe que tout le monde est pareil que moi, en fait. Je suis un peu naïve là-dessus, oui, mais je pars du principe que tout le monde fait comme moi, en fait. Donc par rapport à ça, il y a des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Il n'y a pas de moment de partage. Vous savez, en vacances, tout ça, il n'y a pas de moment de partage. Non, il y a plutôt l'idée de perfection. Faire pour avoir l'air. Faire pour avoir l'air, mais il n'y a pas de partage en fait. Il n'y a pas de patience, il n'y a pas de données. C'est beaucoup faire pour avoir l'air, mais en fait, on est à cran. On est à cran. On vous demande d'observer des gens comme ça autour de vous. Et ça, c'est pas du jugement. Ça, c'est une analyse. C'est une canalisation là. Hein. On vous demande de regarder des gens qui sont comme ça autour de vous. Par contre, ces gens qui sont comme ça, eux vont juger. Ils vont juger d'autres personnes. Oui, d'accord. Ils sont très névrosés sur l'idée de perfection parce que eux, ils jugent. Donc en fait, ils se disent qu'ils doivent avoir l'air parfait, sinon ils seront jugés. Donc en fait, ils font beaucoup les choses pour avoir l'air, mais il n'y a pas de joie, il n'y a pas de notion de plaisir, l'enfant n'a pas réellement sa place, c'est juste pour avoir l'air d'eux. Il n'y a pas ce partage pur. Il y a un mot d'ailleurs que Aurélie, tu confirmeras Aurélie en voyant cette vidéo, il y a un mot qu'elle emploie souvent, qui me désarçonne souvent, c'est le mot pur et pureté. C'est quelque chose qu'elle emploie souvent quand elle m'observe. Et c'est quelque chose qui la surprend beaucoup, parce qu'elle ne connaît pas en fait. Et donc souvent quand elle m'observe, elle est souvent un peu étonnée de ça, en se disant moi je connais pas ça. Parce qu'elle trouve qu'il y a beaucoup de pureté en fait. C'est beau hein, quelque part. C'est beau. J'ai du mal moi à mettre le mot pur et moi dans la même phrase. Il faut m'en recoller une encore. Mais non mais c'est beau. C'est beau mais bon... Vous voyez, j'en rigole parce que j'ai du mal à m'imaginer sous cet angle-là. Moi, je vois que mes défauts, en fait. Voilà. Je sais que j'ai des qualités, hein. Je sais que j'ai des qualités, mais je vais quand même toujours aller regarder où sont mes défauts pour les améliorer, en fait. Voilà. Mais voilà. Donc, en tout cas, on vous demande d'aller observer ça. Cette non-pureté chez les gens autour de vous, qui sont beaucoup dans le jugement. C'est eux qui sont dans le jugement, mais ils sont loin d'être purs, en fait.
C'est justement, bah justement, il y a un lien de cause à effet. C'est que comme ils sont pas purs, ben justement, c'est pour ça qu'ils sont dans le jugement. Parce que les gens qui sont dans la pureté, ils ont autre chose à foutre qu'à juger les autres. Ben, ils sont occupés à vivre. Ils sont occupés à vivre le bon moment, en fait. Et moi, je vois bien que ma fille juge pas. Elle a ce regard très... Mais quelque part, elle me voit pas faire. Donc en fait, c'est inévitable, hein. C'est inévitable. Si vos enfants jugent beaucoup, méfiez-vous. Regardez qui dans votre maison juge. Observez un peu. Après, on sait, il y a des âges un peu plus compliqués, hein. Comme l'adolescence, ils vont se mettre un peu plus à comparer. Si vous avez regardé vice-versa et vice-versa 2, il y a cette notion d'anxiété, et c'est avec l'anxiété qu'on se compare, etc. Donc la notion de jugement peut apparaître à ce moment-là. Mais il faut essayer d'aller éteindre ça chez l'enfant, le garder dans une ouverture d'esprit. Pas, pas en criant, pas en le jugeant non plus. Sinon, vous allez rompre la communication, mais c'est d'essayer de voir, oh, moi je trouve pas, non, moi j'ai cette vision-là, etc. C'est de toujours réinstaurer la communication. Sinon, la personne ne va plus parler. Mais un enfant qui juge avant même d'atteindre l'âge de l'adolescence, ça pue. Hein. Ça pue. Hein. C'est qu'il y a un truc, il y a un loupé dans votre foyer. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ensuite, je vais vous avoir fait une vidéo qui parlait de ça, et je ne l'ai pas fait, je crois. Vous savez, il y a un matin, un peu dans des anecdotes, je devais commander une casquette. C'est ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez dû la voir, c'est ma casquette léopard. Et il y a un C blanc, mais je pensais en avoir parlé dans une vidéo. Parce que c'est écrit dessus et je ne l'ai pas barré. Et en fait, cette casquette, moi je voulais pas la casquette avec le C blanc, je voulais le C léopard qui se cachait avec le léopard de la casquette, ton sur ton en fait. Et puis je la commande et éventuellement je voulais le C noir si besoin, s'il n'y avait plus le C léopard. Et puis je la commande et le lendemain la boutique m'appelle sur mon téléphone et me dit qu'il n'y a plus. Il n'y a plus. Il restait le C blanc. Et en fait, les guides, j'étais toujours en train de me chercher des poux, tous les jours, etc., comme tout le temps, en fait, en train de me chercher des poux, sur quoi, qu'est-ce que j'ai encore mal fait, est-ce qu'il y a un effet miroir, est-ce qu'il y a une synchronicité là-dessus, etc. Et en fait, les guides m'ont dit que la boutique m'a dit que je n'avais plus que possibilité d'avoir la casquette avec le C blanc. Et les guides m'ont dit ta complétude est pure. Tu as atteint un niveau de blancheur où tu peux avoir la casquette avec un C blanc. Donc en fait, j'ai dû commander la casquette avec le C blanc puisque les autres étaient épuisés. C'était très rigolo ce message. Si vous avez des doutes sur moi, sortez votre pendule et vérifiez. Vous allez vérifier est-ce que ce que je vous raconte là est vrai, l'histoire de la casquette avec le C blanc, et vous verrez. Votre pendule va vous confirmer. Oui, oui, c'est vrai. J'ai eu ce sketch-là, des guides. Voilà, c'était assez rigolo. Voilà. Je viens de supprimer une feuille. Ça, c'est bien. Je pense qu'on a fini. Ça fait 50 minutes. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour la première vidéo. Et on va continuer dans l'autre. Voilà. Bon, ben, je vous fais des bisous. Et la vidéo suivante va faire écho encore à celle-ci.